On a une révélation à vous faire à Sud Radio, en exclusivité, vraiment exclusivité, je dirais presque, en tout cas nationale, mais mondiale. Nous connaissons le nom du Premier ministre, le nouveau Premier ministre de la France. Nous le connaissons. C'est une femme. Elle s'appelle Ursula von der Leyen. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais oui, c'est elle la patronne, c'est elle la véritable patronne, personne ne vous le dira. Mais on n'a pas besoin de Premier ministre, enfin, mon cher président de la République. Vous avez déjà Ursula von der Leyen qui vous donne les instructions, qui vous dit ce qu'il faut faire. Elle est là, elle vient d'être élue, ne perdons pas de temps, s'il vous plaît. Et pour ce face-à-face, qui reçoit-on, chère Marie? Alors, pour ce face-à-face, on reçoit Mohamed Sifaoui, l'auteur de Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste, aux éditions du Rocher. Alors, Mohamed Sifaoui, déjà, vous attaquez et vous provoquez dès votre couverture. Hamas plongé au cœur d'un mouvement terroriste. Mais vous savez qu'un certain nombre de gens disent que ce n'est pas un mouvement terroriste. Alors, comme ça, vous prenez parti. Non, ils n'auront qu'à lire le livre pour avoir les éléments factuels, documentés, sans passion, sans subjectivité excessive, et des éléments à la fois historiques, idéologiques, qui sont contenus dans la littérature islamiste. Vous savez, les islamistes se fondent sur la traduction française d'un verset du Coran, qui dit, dans sa traduction française, « Et préparez-leur ce qu'il faut comme force et cavalerie équipée pour terroriser vos ennemis et les ennemis d'Allah. » Je cite. Donc beaucoup de terroristes disent, oui, mais nous sommes des terroristes parce que Dieu nous a demandé d'être des terroristes. Cette même traduction, dans le Coran, disent-ils, oui, c'est ça. Non, cette même traduction est différente, oui. Selon les positions soit extrémistes, soit totalement apaisées de ceux qui traduisent le Coran. D'autres traductions disent qu'il est écrit, le mot arabe est traduit par « Et préparez-leur ce qu'il faut comme force et cavalerie équipée pour effrayer vos ennemis et les ennemis de Dieu ». Oui, pas terroriser, mais effrayer. Et non pas terroriser, effrayer, ce que certains théologiens estiment comme étant de la dissuasion. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat théologique. Mais pour vous dire que il y a, et j'ai eu l'occasion d'enquêter sur des mouvements qui disent clairement, oui, nous terrorisons pour faire avancer notre point de vue. Donc ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que, et je le vois et je le lis régulièrement, c'est que même lorsque les terroristes assument ce qu'ils sont, nous avons de belles âmes parfois qui ne sont ni musulmanes et qui ne connaissent encore moins la religion musulmane ni le monde musulman, qui vous disent non, ce n'est pas vrai. Alors, et ça, c'est toute l'histoire qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Je me rappelle, pendant la guerre civile algérienne, les GIA faisaient des revendications pour dire nous avons tué des gens. Le groupe islamiste armé, il y avait des gens en France qui disaient déjà, il y a plus d'une 30aine d'années, non, c'est pas eux qui ont tué. Et donc pourquoi ? Parce que la France est un pays qui est très dogmatique, qui devient de plus en plus dogmatique, où ceux qui sont dans le débat public sont très idéologisés et ils prennent quelques largesses avec les vérités, ou avec la vérité. Alors y compris avec le factuel, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très grave pour la démocratie, parce qu'on peut, évidemment, l'opinion est libre, le commentaire aussi, mais les faits sont têtus. Oui. On ne regarde plus le réel, on regarde, j'ai ma perception de réel, c'est ça qui compte, beaucoup plus que le réel lui-même. Absolument. Alors justement, Mohamed Sifaoui, vous avez un travail, je l'ai lu, et vous avez vraiment un très gros travail, un travail très approfondi sur ce mouvement et ce qu'il empêche, je crois que ce qu'il contient et ce qu'il entoure. Et je crois qu'il serait bon pour nos auditeurs de rappeler, en tout cas je renvoie le livre, je le recommande ce livre, parce que c'est un livre fort, c'est un livre qui vous donne beaucoup de clés sur ce qui se passe. On ne peut pas rappeler ce qui s'est passé depuis le 7 octobre dernier, que ce soit dans les kibboutz israéliens ou après à Gaza, complètement ou presque complètement rasé, enfin tout ce qui se passe avec cette violence, cette haine. Comment c'est né le Hamas ? En fait, c'est quoi le Hamas exactement ? Comment c'est né ? Comment c'est apparu ? Le Hamas est apparu véritablement une 20aine d'années avant sa naissance officielle. Beaucoup le savent, officiellement. Tous ceux qui suivent ce mouvement vous diront que le Hamas est né en 1987.
En vérité, la naissance officielle du Hamas a été annoncée en 1987, mais les 20 années qui ont précédé cette naissance officielle, c'est-à-dire dès la fin de la guerre des 6 jours, dès 1967, il y a eu l'émergence à Gaza de ce qui était appelé littéralement le mouvement islamique. Et ce mouvement islamique... Qui date de 67, donc. Qui date de 67. C'est progressivement le Cheikh Yassine, le fondateur officiel du Hamas, le principal fondateur du Hamas, a créé un mouvement à l'intérieur de Gaza après la guerre des 6 jours où il a commencé par l'action sociale, il a commencé par faire construire un certain nombre de mosquées, un certain nombre de centres culturels, un certain nombre de diriger un certain nombre d'associations, notamment des associations sportives, et il a mis en place toute une architecture idéologique pour assurer un maillage du territoire de Gaza, pour faire du prosélytisme, endoctriner. Et avec aussi de l'aide sociale, de l'aide alimentaire, etc. Il a commencé à récupérer de l'argent et il a visé d'abord les camps de réfugiés, les premiers camps de réfugiés qui sont à Gaza, et il a commencé à faire un travail social visant la jeunesse de ces lieux. D'ailleurs, si l'on observe attentivement, véritablement, cadre par cadre, terroriste par terroriste, figure par figure du mouvement islamiste Hamas, on se rendrait compte de la chose suivante, qui est encore une fois factuelle, c'est que la majorité des plus radicalisés qui sont, par exemple, dans les branches armées, notamment les brigades Al-Qassam, sont des gens issus des camps de réfugiés. La plupart de ceux qui passent à l'action armée sont des gens qui sont issus des camps de réfugiés. Les autres viennent des autres villes, c'est plutôt des autochtones gazaouis sur plusieurs générations, etc. Et donc, si vous voulez, le Cheikh Yassine a d'abord commencé à créer l'architecture idéologique, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, l'architecture idéologique du Hamas avant de passer à la seconde étape. En fait, il a créé l'écosystème. Absolument. C'est ça. L'écosystème est une très bonne expression. Effectivement, il a créé un véritable écosystème dans ce territoire de 365 km², tant et si bien que lorsque 2 ans après la création du Hamas en 1989, donc 2 ans plus tard, les Israéliens commencent à voir, les Israéliens, on en reparlera peut-être, qui ne voyaient pas d'un mauvais œil la naissance de ce mouvement islamiste, parce que ils ont fait l'erreur que tous les Occidentaux faisaient à l'époque, c'était de penser qu'en laissant émerger ce mouvement islamiste, et des mouvements islamistes à travers le monde, ils allaient fragiliser les mouvements nationalistes. Et donc, ils ne voyaient pas d'un mauvais œil l'émergence de ce mouvement islamiste. Mais en 1989, ils comprennent que ce mouvement est dangereux et qu'il est violent, qu'il est fortement antisémite. Donc ils essayent de le décapiter. Comment ils vont procéder? Ils arrêtent le Cheikh Yassine, première arrestation, après la création du Hamas, parce qu'il avait été arrêté quelques fois auparavant, mais arrestation importante en 1989, et ils arrêtent 450 cadres de l'organisation, plus 1500 militants. C'est-à-dire que, imaginez une organisation qui est née 2 ans, même pas 18 mois auparavant, vous arrêtez son principal fondateur, vous arrêtez 450 de ses cadres, normalement vous décapitez. Et là, les Israéliens se rendent compte que malgré toutes ces arrestations, près de 2000 personnes en tout, le mouvement continue d'exister, continue de fonctionner. Pourquoi? Parce que avant de rendre public sa naissance officielle, le Cheikh Yassine avait, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement créé cet écosystème qui a 20 ans avant, gangréné toute la bande de Gaza, 20 ans auparavant, doctement, par politique des petits pas, quand on veut expliquer à cette société occidentale qui veut aller vite, qui pense que tout va vite, etc., la politique des petits pas des frères musulmans, la stratégie sur le temps lent... Si vous voulez, pour moi, le Hamas, ce qui est en train de se passer à Gaza depuis déjà plusieurs années, est un laboratoire, est un exemple type de ce que j'ai pu voir ailleurs, à la fois de l'émergence du mouvement islamiste dans un territoire donné et, je dirais, sa montée en puissance. Quand vous regardez la chronologie, depuis la guerre des 6 jours, c'est-à-dire 20 ans avant la naissance officielle du Hamas, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 57 ans précisément, pendant ces 57 ans, le mouvement islamiste n'a cessé de croître dans la région, tant et si bien qu'il est devenu aujourd'hui celui qui incarne ce qu'on a longtemps appelé la cause palestinienne et celui qui phagocyte totalement cette cause palestinienne qui a été largement islamisée. Alors justement, c'est intéressant parce qu'il faut rappeler ça aussi.
comment le Hamas a littéralement, je ne dis pas liquidé, il y avait l'autorité palestinienne, Yasser Arafat au départ, l'OLP, oui, exactement, l'Organisation de libération de la Palestine, le Fatah, etc., et Yasser Arafat et Mahmoud Abbas ensuite, mais on se rappelle, enfin certains se rappellent des images, l'autorité palestinienne, quand les Israéliens quittent Gaza en 2005, c'est bien ça, 2005, c'est ça. L'autorité palestinienne, ils pensaient que l'autorité palestinienne allait prendre le pouvoir. Or, ils ont été liquidés. Comment il se fait que l'autorité palestinienne n'a pas du tout, ou n'a pas voulu contenir le Hamas? Non, d'abord, moi je pense que les Israéliens savaient pertinemment que l'autorité palestinienne était incapable de contenir le Hamas à Gaza. Je dis bien à Gaza. Ouais, d'accord. Parce qu'il n'y a pas mieux qui connaît Gaza et son territoire et sa réalité sociologique que les Israéliens, qui ont été longtemps présents, militairement. Lorsque Ariel Sharon décide de se désengager unilatéralement en 2005, il veut le faire sans négocier avec Yasser Arafat, qui était son meilleur ennemi. Et il ne voulait pas lui faire le cadeau de dire Israël va faire une concession en vous donnant Gaza, et répondre ainsi d'ailleurs à une clause qui était dans les accords d'Oslo en 1993. Et donc il se désengage de façon unilatérale, contre l'avis d'ailleurs d'une partie de sa classe politique, et très vite, il y a ces fameuses élections. Pourquoi le Hamas participe à ces élections? Je me souviens très bien des débats que j'avais eus moi-même à l'époque avec un certain nombre d'acteurs en France et en Europe, que j'estime véritablement très naïfs, parce que dès le moment où le Hamas décide de participer à un processus électoral, vous avez des gens qui, du jour au lendemain, vous expliquent que le Hamas est un mouvement sympathique et voire démocratique qui accepte de participer à des élections. Mais si un mouvement islamiste accepte de participer à des élections, c'est parce que généralement il sait qu'il va gagner. Et c'est pour se légitimer, pour entrer dans une lessiveuse, justement, pour sortir de ce cadre dans lequel les démocraties, à juste titre... Blanchiment démocratique. Absolument. Et c'est pour ça que les gens... J'essaie de faire un peu de pédagogie, pardon, en toute modestie. Il ne faut surtout pas faire... Il faut surtout ne pas avoir la confusion et apprendre à faire la différence entre un processus électoral et une démocratie. La démocratie ne se résume pas à un processus électoral. Il y a beaucoup de partis détestables de toutes les tendances, qui sont antidémocratiques et qui participent élu démocratiquement en Allemagne. C'est l'histoire qu'on connaît le mieux, mais il y a d'autres cas dans l'histoire qui montrent que des partis, y compris islamistes, participent à des élections. Ça ne les rend pas pour autant démocrates. Donc à partir du moment où le Hamas va prendre le pouvoir à Gaza, il va s'opérer, il va mettre en place une stratégie pour écarter d'abord son ennemi intérieur, le Fatah, et l'OLP historique. Et l'écarter violemment, je crois. Hein, très violemment. On oublie de le rappeler, c'est que le Hamas a tué énormément de Palestiniens, et le Hamas liquide généralement tous ceux qui sont en désaccord avec lui. Et quand il ne les liquide pas, il les ampute, ou il crée chez eux un handicap. Il y a par exemple chez les gens du Hamas une punition qui s'appelle l'handicap permanent. C'est qu'ils tirent une balle juste derrière le genou. Pour justement, et donc pour ceux qui sont déjà rendus à Gaza, handicapés à vie, quoi. À Gaza, quand je m'y étais rendu, j'avais vu des gens qui étaient handicapés. On m'avait expliqué que c'était le Hamas qui leur avait tiré dessus. Bref, donc si vous voulez, c'est un mouvement totalitaire, ça ne fait aucun doute. Ce sont ces textes qui le disent. Les textes, et notamment la charte du Hamas, la fameuse charte, que le Hamas est une organisation totalitaire, c'est une organisation misogyne et homophobe, ça ne fait aucun doute. Donc ça, je réponds aussi un peu à toutes ces organisations néo-féministes, à toutes ces organisations qui se revendiquent, des mouvements LGBT qui soutiennent aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, le narratif du Hamas. C'est un mouvement incontestablement antisémite, c'est un mouvement qui est contre toutes les organisations humanistes, c'est un mouvement qui est un ennemi déclaré de la laïcité, c'est écrit noir sur blanc dans ces textes, c'est un ennemi de la démocratie, c'est écrit noir sur blanc dans ces textes, c'est un ennemi de la paix, parce qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises, ils ne veulent pas de négociation de paix, parce qu'ils veulent tout simplement, c'est écrit et c'est dit, et c'est répété des dizaines de fois, il n'y a que,
quelques hurluberlus, je dirais, dans le débat politique, qui ne savent pas que le Hamas ne veut rien d'autre que la destruction de l'État d'Israël, et eux-mêmes l'assument. From the river to the sea, comme ils disent. Oui, c'est ça. Enfin, c'est leur slogan. Du fleuve à la mer. C'est leur slogan et c'est leur objectif. C'est pas seulement un slogan. C'est un objectif qu'ils mettent en place et qu'ils ont mis en place il y a longtemps et qu'ils essayent d'appliquer autant que possible. Alors, on va en parler après une petite pause. Mohamed Sifawi, le Hamas. De quoi de Hamas est-il le nom? Le livre que vous venez de publier. André Berkoff, reçoit Mohamed Sifawi, auteur du Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Si vous avez une question à lui poser, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Alors justement, Mohamed Sifawi, on parlait du Hamas, de cette espèce de raconter, enfin cette aventure très spéciale, mais qui est là, et cette aventure totalitaire dont vous parlez. Et au fond, je voudrais arriver à ça. Vous rappelez la charte du Hamas qui dit effectivement, c'est très clair. C'est pas comme c'est votre position, c'est toute la mienne, qu'il faudrait arriver un jour à 2 nations effectivement coexistant pacifiquement, parce que je crois que c'est la seule solution. Aujourd'hui, on en est très loin, sinon aux antipodes, mais enfin bon. Et est-ce que, franchement, qu'est-ce qui fait... Et justement, je voudrais, avant de parler de l'opinion publique occidentale ou des opinions publiques occidentales, quelles qu'elles sont, parce qu'on a vu ce qui se passe dans les campus américains, français, anglais, ailleurs, qu'est-ce qui a fait que dans le monde arabe, en revanche, où il y a évidemment beaucoup de lip service comme les Américains, on dit oralement des tas de choses, en fait, le monde arabe n'a pas tellement bougé. Et je pense que le monde arabe ne bougera pas. D'abord parce que dans le monde arabe, on sait encore faire la différence entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Il n'y a pas que le monde arabe qui n'a pas bougé. La Cisjordanie n'a pas bougé. Ça n'a échappé à personne. Pourquoi Yahya Sinwar, le chef du Hamas et le concepteur en chef des attentats et des pogroms du 7 octobre, appelle son opération le déluge d'Al-Aqsa? Parce qu'il pensait vraiment provoquer un déluge, c'est-à-dire des attaques qui viendraient... Que tout le monde arabe oui. C'est ce qu'il a espéré. Et d'ailleurs, le premier message que lancera Mohamed Daïf, le chef des brigades Al-Qassam, le 7 octobre dans l'après-midi, c'était de dire et d'appeler, y compris les Palestiniens de la diaspora, à passer à l'acte là où ils vivaient. Oui, y compris en Occident, ailleurs, partout. Ouais. C'est un message qui est passé inaperçu, ou qu'on a voulu faire passer sous silence, parce que tout simplement, évidemment, ça a échoué, fort heureusement, que l'attaque, y compris venant du sud Liban, a été minime, parce que les premières attaques qui ont été menées, c'était pas le Hezbollah, c'était des cellules du djihad islamique et du Hamas qui sont installées au Liban. Ensuite, le Hezbollah a pris le pas, mais c'était sur un territoire. Et le Hezbollah avec précaution. Faut avec le rappeler, précaution, parce que justement, le Hezbollah aujourd'hui a, contrairement à ses vociférations, une peur bleue d'une guerre ouverte, parce que il voit très bien ils ont bien compris que lorsque vous menez une guerre existentielle contre un État qui risque de disparaître s'il ne se défend pas, il risque de vous transformer votre pays en parking à ciel ouvert. Alors ça m'amène à une question quand même très importante, à qui finance le Hamas? Alors on dit, et vous en parlez aussi dans votre livre, qu'il y aurait 2 financiers principaux, l'Iran et le Qatar, dans cet ordre ou pas dans cet ordre. Mais en même temps, on voit très très bien, et vous le dites aussi, que l'Iran se sert de là. Alors ils disent qu'ils veulent éliminer ce petit Satan d'Israël, le Hezbollah aussi, le Qatar, je ne sais pas, mais on a l'impression que eux, c'est plus pour sauvegarder les régimes, alors que le Hamas, lui, et je voudrais revenir à ça, lui, il veut vraiment éradiquer. C'est-à-dire, il faut que la Palestine soit entièrement effectivement arabo-musulmane, mais est-ce qu'il veut aller plus loin? Est-ce que le Hamas, au fond, est-ce que c'est un mouvement nationaliste palestinien, ou au fond, il veut la Oumma, le monde arabe, la Oumma islamique, ou pas? C'est quoi Dès le départ, le Hamas s'est inscrit dans la logique des frères musulmans, c'est-à-dire une action globale, mais lui, il joue sa partition locale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne
comment fonctionnent les logiques des frères musulmans. Ce qui est demandé à la mouvance des frères musulmans, c'est que chacun agisse sur son territoire. Quitte à ce que son territoire soit sa ville, sa commune, son quartier, etc. Donc ce qui est réclamé des membres des frères musulmans, c'est d'agir sur leur territoire. Donc ce qui est réclamé d'une certaine façon du Hamas, c'est que le Hamas joue sa partition localement. Mais en jouant sa partition localement, Hamas, affilié à la pensée des frères musulmans, s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large, celle de la mouvance islamiste dans son ensemble. Alors, même si le Hamas, aujourd'hui, n'a pas organisé des attentats en dehors de ce territoire proche-oriental, et il n'est pas moins vrai qu'il a soutenu à la fois des actions terroristes qui ont eu lieu ailleurs, qu'il a soutenu la montée des frères musulmans dans d'autres pays. On rappelle que, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles la Syrie de Bachar al-Assad se brouille avec les frères musulmans, c'est parce que tout simplement les frères musulmans soutiennent les frères musulmans palestiniens, et notamment le Hamas. Khaled Mesh'al, à l'époque chef du bureau politique du Hamas, soutient les frères musulmans syriens au moment du printemps arabe. Et donc, voilà, on dirait. Voilà, c'est bien, c'est la sirène, c'est la sonnette d'alarme. C'est une application qui donne des alertes sur les bombardements sur le territoire israélien. D'accord. Et donc, comme je les ai suivis en temps réel. C'est bien, voilà. Vous suivez en temps réel. Donc, pour revenir à cela, Mohamed Sifawi, on va après prendre une petite pause, mais auparavant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reviens juste un peu au financement. Aujourd'hui, les commanditaires, c'est toujours le Qatar et l'Iran? C'est l'Iran en 1 et le Qatar en 2. L'Iran a transformé le Hamas en proxy, c'est-à-dire en avatar, en bras armés. La guerre par procuration. Exactement. C'est ce que veut l'Iran, ce que veulent les mollahs iraniens, c'est prendre en étau d'abord Israël avec un axe violent, terroriste aux frontières sud, représenté par le Hamas, et ne l'oublions pas, par le djihad islamique, qui est le deuxième groupe important islamiste palestinien, et dans les frontières nord, par le Hezbollah et les autres factions. Mais pas seulement, puisqu'il y a un certain nombre de milices chiites, financées, armées et soutenues par les gardiens de la Révolution, à la fois en Syrie, aux côtés de Bachar al-Assad, mais aussi davantage en Irak, une 50aine de milices civiles sur place, en Irak, pour, d'une certaine façon, parfaire ce fameux arc chiite, comme on l'appelle, qui est évidemment complété par les Houthis au Yémen. Mais là, ils ont surmonté le conflit, enfin ces conflits, en tout cas, la rivalité chiite-sunnite, puisque le Hamas est sunnite, c'est un mouvement sunnite. Oui, mais depuis plusieurs années, en fait, les frères musulmans, dès les années 70, avant même la révolution iranienne, ont tissé des liens avec les mollahs. Mais ce ne sont pas des liens dogmatiques, religieux, ce sont des liens politiques, stratégiques, pragmatiques. Ouais. Et par la suite, lorsque les mouvements islamistes sont nés à Gaza, le premier groupe qui a tissé des liens extrêmement forts avec les mollahs iraniens, ça a été le djihad islamique, dès le début des années 80, puisqu'il est né à ce moment-là. Et ensuite, le Hamas, un peu plus tard, prenant, je dirais, comme c'est ce que les dirigeants du Hamas disent, ayant été délaissés par leur soutien sunnite traditionnel, et notamment l'Arabie Saoudite, notamment l'Égypte et un certain nombre d'autres acteurs, ils se sont tournés, disent-ils, vers les Iraniens. Et les Iraniens les soutiennent maintenant financièrement, militairement et je dirais même au niveau du renseignement, en plus du Qatar qui les soutient pour d'autres raisons. Et un troisième acteur aussi, il ne faut pas oublier, c'est la Turquie, parce que la Turquie d'Erdogan, qui est très proche de la pensée des frères musulmans, apporte aussi un soutien politique et propagandiste également au Hamas. S'agissant du Qatar, c'est pas tant pour chercher la destruction d'Israël, c'est pour compter, je dirais, pour compter dans la région comme étant un acteur comme joueur de central, évidemment capable de contrôler plus ou moins le Hamas. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de dirigeants du Hamas, dont Ismail Haniyeh, qui
a été liquidé récemment, habite, je dirais, sous les fastes du régime qatari. Absolument, ce qui me posait certains paradoxes. On continue juste après cette petite pause. André Berkoff reçoit aujourd'hui Mohamed Sifawi, auteur du Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste, un livre paru aux éditions du Rocher. Vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez réagir aussi sur notre Facebook Live. À tout de suite. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Mohamed Sifawi pour parler de son livre, le Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Et alors justement, parlons d'aujourd'hui, parlons de ce qui s'est passé, parce que effectivement, on est encore totalement dans ce chapitre-là, un chapitre pas très gai, c'est le moins que l'on puisse dire, depuis le 7 octobre. Et aujourd'hui, en fait, Mohamed Sifawi, on voit très 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 bien que l'armée israélienne est en train dans Gaza, qu'il y a eu effectivement je ne sais, alors les uns disent massacre et les autres disent vengeance, les Troyens, enfin toujours est-il que Gaza est à moitié rasé, sinon aux 3/4, qu'il y a eu de l'autre côté, et c'était dans les kibboutz les plus pacifistes et qui voulaient absolument l'accord avec les Palestiniens, il y a eu ce massacre ou ce qu'on appelle certains pogroms avec plus de 1000 personnes, 1500 personnes. Et aujourd'hui, on a l'impression que, je ne dis pas que les positions sont figées, mais qu'on est toujours un peu dans le même rapport de force qui ne bouge pas. Et au fond, est-ce que c'est une apparence ou véritablement, au contraire, pour vous, il bouge ? Non, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'attaque, il ne faut pas l'oublier, a été entourée d'un élément très important pour le Hamas, c'est les prises d'otages. Oui. Les otages est un axe stratégique pour le Hamas. Ils le savaient, parce que dès le départ, ils savaient qu'à travers les otages, ils allaient pouvoir libérer un certain nombre des leurs, des terroristes. Bien sûr. Et à travers les otages, ils allaient réussir à monnayer leur propre survie. Parce que ce que recherche aujourd'hui le Hamas, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, ce n'est pas sauvegarder la vie des Palestiniens. Non. À vrai dire, quand on connaît un peu le territoire de Gaza, quand on a été sur place, j'ai été sur place, quand on discute avec les Palestiniens, et quand on écoute et on lit, et on voit ce que disent les cadres du Hamas depuis le début, la vie des Palestiniens, de leurs compatriotes, c'est véritablement le dernier de leurs soucis. D'ailleurs, toute la bande de Gaza est endoctrinée autour de la thématique de la martyrologie, du sacrifice, etc. Et ce sont des termes qu'on écoute à ce jour. On a vu des témoignages de mères palestiniens qui disaient si mon fils meurt, c'est très bien. Oui, mais ça parce qu'ils sont endoctrinés de toute façon dans la martyrologie et dans le discours victimaire. Et donc, le Hamas savait, en prenant des otages, qu'il allait réaliser cette situation. Les otages, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à la réaction de Benjamin Netanyahou et de l'armée israélienne. D'entrée, effectivement. Ils pensaient que ça allait être comme en 2009-2014 et toutes les opérations passées, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'échanges de tirs, qu'il va y avoir quelques morts, que la communauté internationale va se mobiliser, qu'elle va faire pression sur les Israéliens et qu'à un moment donné, la guerre va s'arrêter, que le Qatar va donner de l'argent à la reconstruction et que cet argent ne sert pas uniquement à la reconstruction, mais à construire notamment des tunnels. Les tunnels, c'est un autre axe stratégique qui permet au Hamas d'agrandir sa capacité. Et vous avez découvert l'extraordinaire immensité des tunnels, quand même, qui était impressionnante. On a aujourd'hui des estimations qui disent alors entre 500 et 700 kilomètres de tunnels, ce qui est énorme. On peut pas. Et donc surtout dans un petit territoire comme celui-ci. Et donc aujourd'hui la situation semble figée. Elle n'est pas si figée que ça. Il y a un véritable blocage. Ce que le Hamas veut, c'est créer des divisions encore et encore au sein de la société israélienne pour faire tomber, si possible, le gouvernement Netanyahou et voir si, à partir de cette déstabilisation politique en Israël, elle va pas permettre de sauver le soldat Hamas. Et c'est ce que font les Iraniens, c'est ce que fait le Hezbollah, c'est ce que fait aussi le Qatar, parce que tous ont investi sur le Hamas énormément et tous seraient très embêtés de voir cette organisation qui est devenue un pion pour un certain nombre d'États, je dirais, voyous, comme l'Iran, et disparaître.
Or, de l'autre côté israélien, la décision ferme, irrévocable et non négociable, et on la comprend de la part de Benjamin Netanyahou, et je dis on la comprend alors que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de critiquer, dont j'ai eu l'occasion de critiquer la politique. Oui, parce que là aujourd'hui, il a totalement raison. On vous dira comment vous défendez Netanyahou. Mais d'abord, je ne défends personne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand je défends généralement des valeurs et des principes. Et la troisième chose, je défends une réalité, une vérité qui est là. Et la vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les Israéliens ne pourront jamais vivre en paix si, en tout cas leur frontière sud, s'il y a une organisation terroriste. La folie furieuse de la politique israélienne en 2005-2006, c'était déjà de permettre à une organisation terroriste de diriger un territoire. Et aujourd'hui, les Israéliens veulent, après le traumatisme du 7 octobre, réparer cette erreur monumentale, stratégique, en prenant la décision ferme et définitive de ne plus laisser le Hamas ou le djihad islamique diriger la bande de Gaza. Voilà pourquoi il y a ce côté qui peut apparaître, qui peut donner l'impression d'une démarche jusqu'au boutiste, non réfléchie, de vengeance, etc. Mais quand on regarde attentivement, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une émission, donc je vais le redire, pour que les belles âmes ne soient pas encore choquées, ou si elles doivent être choquées, ben tant pis pour elles. Quand on connaît la démographie à Gaza, quand on connaît la densité démographique, quand on connaît les villes et les camps de réfugiés à Gaza, quand on connaît l'instrumentalisation de la vie humaine par le Hamas, quand on connaît leur capacité à utiliser les civils comme bouclier humain, quand on connaît les méthodes d'emploi de l'armée israélienne, qui parfois prévient et d'autres fois ne prévient pas lorsqu'ils lancent des missiles. Ils préviennent lorsqu'ils détruisent des infrastructures, et ils ne préviennent pas lorsqu'ils liquident des chefs terroristes. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on connaît tout ça, eh ben, je puis vous assurer que même si je mets, je dirais, un grand bémol autour de la propagande du Hamas qui annonce un chiffre, qui est celui d'une organisation terroriste, 40 000 morts, je puis vous assurer que c'est peu par rapport à ce qui aurait pu être. Si on était dans une logique, comme prétendent certains, de génocide, de vengeance, etc. Tout ça est faux et ce n'est pas étayé, on serait à des chiffres beaucoup plus grands. Parce que d'abord, l'armement côté israélien est, croyez-le, très puissant. Et côté, je dirais, la densité démographique fait que vous pouvez tuer des dizaines de milliers par jour. Non, mais un génocide, c'est une connotation précise. On ne peut pas employer les mots n'importe comment, n'importe quoi. Et justement, parce que les gens emploient les mots n'importe comment, qu'on arrive aujourd'hui à brouiller totalement une réalité. La réalité, c'est que d'abord, l'État d'Israël, qu'on le veuille ou pas, est en train de mener une lutte antiterroriste. Et je dis encore davantage. Moi, pourquoi je prends cette position qui peut parfois surprendre, etc. Parce que j'ai réglé tout dilemme dans mon esprit de la manière suivante. Quelle que soit la légitimité de certaines revendications palestiniennes, je n'oublie pas qu'elles sont incarnées aujourd'hui par une organisation terroriste islamiste. Et quelle que soit la critique que je m'autorise à formuler à l'égard des politiques israéliennes, je n'oublie pas qu'Israël reste une démocratie. Et lorsqu'une démocratie mène une lutte antiterroriste contre un groupe fasciste, totalitaire, extrémiste, qui ne respecte ni la vie humaine, même pas la vie de ses propres enfants, je ne réfléchis pas plus de moitié d'une seconde pour trancher. Je veux dire, Mohamed Sifawi, quand on vous dit oui, mais regardez, l'armée israélienne, ils bombardent, regardez le nombre, même si on discute sur le nombre d'enfants, de femmes tuées, etc. Mais bien sûr que c'est malheureux. On a tous nos émotions, mais je suis désolé. Moi, je suis là, non pas pour étaler des émotions. Je suis d'abord écrivain. J'ai une formation en sciences politiques. Je connais la géopolitique. Je fais un travail de terrain. J'ai été reporter de guerre. Je ne suis pas là pour faire pleurer les gens. Je suis là. Mon métier, c'est de les informer. C'est d'abord d'informer, de décrypter, d'expliquer et de donner des éléments pour que les gens, en toute connaissance de cause, puissent se faire leur opinion et leur analyse. Si je dois susciter les émotions, ça veut dire que je ne respecte pas le public. Ça veut dire qu'en démocratie... C'est pas votre métier, et c'est pas à vous qu'on demande... D'abord, c'est pas mon métier, mais ce n'est le métier de personne, en vérité. Faire pleurer dans les chaumières, c'est malheureux, évidemment. C'est terrible ce qui se passe. Alors, et je vais le dire encore et encore. Et puis juste un mot. C'est dramatique, c'est dramatique de voir des femmes et des enfants mourir. Mais moi, ça me fait de la peine en tant que
que père, en tant que personne humaine, en tant qu'homme, en tant que citoyen. Oui, alors dans ma sphère privée, si les gens veulent savoir, ça me fait de la peine pour tout le monde. Sauf qu'à la différence, ça me fait de la peine pour tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'avais de la peine pour un Israélien. Vous ne faites pas l'indignation à géométrie variable. Je n'ai pas d'indignation à géométrie variable, ni la condamnation à géométrie variable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je reprends ma casquette de journaliste, d'écrivain, etc. Je dis la chose suivante, c'est que c'est une guerre contre le terrorisme. Cette guerre a été voulue, que ce soit ces derniers temps, que ce soit historiquement, d'abord par les Arabes, ensuite par les islamistes, qu'on le veuille ou pas. Ils n'ont jamais, à part à un moment de l'histoire qu'on a appelé les accords, on a appelé ça les accords d'Oslo, ils n'ont pas voulu. Et toutes les propositions qui leur ont été faites. Encore moins les islamistes qui disent clairement qu'ils ne veulent pas de paix. Donc, une fois que les islamistes vous disent, donc c'est un mouvement totalitaire qui vous dit je ne veux pas de paix et je veux détruire cet État qui s'appelle Israël. Donc il crée une situation de conflit qui devient une situation de guerre sur le long terme. Vous avez un État qui est en train de jouer, je dirais, sa survie. C'est un combat existentiel. Alors qu'il y ait des excès, qu'il y ait des choses qui sont critiquables, je n'en disconviens pas. Mais qu'on veuille délégitimer totalement la lutte antiterroriste que mènent les Israéliens, c'est d'abord d'une indécence extraordinaire. C'est comme si, après le 13 novembre, on avait dit à la France, au gouvernement français, à l'armée française, non, ça serait mal de bombarder Raqqa en Syrie et de causer quelques pertes civiles. Mais bien sûr... Et nous ne parlons pas de Dresde en Allemagne en 1945, etc. Dresde et même la Normandie, beaucoup de Français totalement innocents ont été tués par les armées alliées pendant les bombardements qui ont suivi qui ont précédé plutôt et suivi le département. On va, Mohamed Sifawi, on va continuer à parler, mais je crois que nous avons une auditrice. Oui, alors Daniel. Une auditrice, Daniel, qui nous appelle de l'Aveyron, mais nous la retrouverons juste après cette petite pause de publicité. Faux. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avons des auditeurs ou des auditrices. Oui, nous avons deux auditrices qui vont nous poser des questions, mais d'abord Daniel de l'Aveyron. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, on vous entend très bien. Très bien, merci beaucoup d'avoir retenu mon appel. Monsieur Sifawi, je suis ravie d'entendre tout ce que vous nous dites là. Ma question est la suivante. On a parlé tout à l'heure du financement du Hamas et du soutien. On a parlé de l'Iran, du Qatar, de la Turquie. Et moi, je m'interroge sur la position de la communauté européenne. Parce qu'il me semble bien qu'on verse des aides financières, en tout cas à Gaza, mais donc au Hamas. Et donc, ma question est de savoir, mais mon Dieu, comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Est-ce qu'il y a même d'autres pays qui financent, dans le monde, qui financent aussi le Hamas ? En tout cas, en ce qui me concerne moi, en tant qu'Européenne, mais surtout en tant que Française, ce sont mes impôts et je ne comprends pas que nos gouvernants vivent dans un tel paradoxe. On combat la misogynie, on combat l'homophobie, on essaye de défendre la liberté d'expression, et en même temps, on en viendrait aussi à financer un mouvement comme celui-là qui est contre la laïcité, etc. Voilà, donc c'est ma question. Alors Mohamed Sifawi. Merci Daniel. Monsieur Berkov, en tout cas, bonne rentrée à toute votre équipe. Merci. Merci madame. En fait, la France, comme l'Union européenne, considère le Hamas comme une organisation terroriste. C'est inscrit dans ces listes officielles qui mentionnent le nom de toutes les organisations terroristes. Donc à ce titre, il n'y a jamais eu de financement direct. En revanche, il y a eu des financements indirects qui ont touché ce que l'on sait, l'université islamique de Gaza, qui était dirigée et commandée par le Hamas, et un certain nombre d'associations qui je dirais, se cachaient, qui n'assumaient pas leur positionnement à l'égard du Hamas, et un financement de l'UNRWA, qui est l'instance créée par les Nations Unies pour soutenir les réfugiés, et dont on a appris qu'elle était largement infiltrée par le Hamas. Je pense que, d'abord, sur l'université islamique de Gaza, il y a eu évidemment des polémiques et des débats qui ont fait que aussi bien les universités américaines qui les finançaient que
les instances européennes ont appris à faire le distinguo entre l'autorité palestinienne et le Hamas, mais il a fallu du temps. S'agissant de l'UNRWA, je sais que l'Union européenne et la France ont continué leur protocole à financer l'UNRWA, y compris après le 7 octobre. C'est un financement par an. Donc, alors après, est-ce que l'année prochaine, ce financement se poursuivra ? On verra bien. Nous avons aussi Chantal, je crois, c'est ça ? Oui, Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Monsieur Sifaoui. Bonjour madame. Alors moi déjà je précise, je ne suis ni juive ni palestinienne. Donc j'essaye d'avoir une pensée déjà pour tous les civils qui sont morts le 7 octobre et tous les civils qui sont morts après le 7 octobre. Et je voudrais avoir une pensée particulière aussi pour tous les journalistes qui étaient dans la bande de Gaza, qui ont été tués parce qu'ils faisaient leur travail. Alors moi, ce qui me dérange beaucoup, Israël, il ne vit pas sa survie, c'est Netanyahou qui essaye de sauver sa tête. Il y a quand même beaucoup de manifestations en ce moment en Israël. Déjà, avant le 7 octobre, il y avait énormément de manifestations. Le Hamas a été quand même une organisation qui a été élue. Après, attention, le 7 octobre est un acte terroriste, il n'y a pas de problème. Maintenant, du moment, le terrorisme, c'est quand on touche des populations civiles. Donc le 7 octobre, c'est un acte terroriste. Israël, pour moi, n'est pas un État terroriste. Par contre, Netanyahou est un terroriste. Parce que quand on parle de 40 000 morts, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus pour avoir quand même d'autres informations. Alors, monsieur Sifaoui, malheureusement, moi, un mort, c'est un mort de trop. Qu'il soit israélien ou palestinien. Ok, Chantal, Mohamed Sifaoui va vous répondre. Écoutez, c'est votre point de vue. Moi, j'ai un autre point de vue. C'est que d'abord, le Hamas, je l'ai expliqué, a utilisé, instrumentalisé un processus électoral. Le Hamas est une organisation terroriste qui a tué aussi des Palestiniens, historiquement, qui tue, par exemple, les homosexuels, qui tue tous ceux qui lui expriment un désaccord. L'actuel chef du Hamas, Yahya Sinwar, avait été condamné par un tribunal israélien à plus de 400 ans de prison. C'est leur système judiciaire qui veut ainsi, c'est un peu à l'américaine, donc à la perpétuité, parce que il avait notamment tué ou fait tuer une douzaine de Palestiniens. C'était même pas pour des Israéliens qu'il avait été condamné. Donc, moi je suis quand même étonné d'entendre aujourd'hui en France des gens nous expliquer que c'est pas un mouvement terroriste. C'est un mouvement terroriste. C'est pas parce qu'il a tué des civils que c'est un mouvement terroriste. C'est un mouvement terroriste par son idéologie. Déjà. Ça le dit Chantal, elle est d'accord. Non mais c'est important de le préciser. Ouais. S'agissant de monsieur Netanyahou, bon, vous avez votre point de vue, je le respecte, il n'y a aucun problème. J'ai eu l'occasion de critiquer Benjamin Netanyahou des dizaines de fois. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est fort possible qu'il essaye de sauver sa tête politiquement, mais il mène une lutte antiterroriste légitime. Que cette lutte antiterroriste provoque aussi des morts civiles, oui, il faut le déplorer, mais c'est la guerre. Je veux dire, il n'y a que ceux qui n'ont jamais assisté ou vu la guerre directement qui s'étonnent lorsqu'on lutte contre un État voyou ou lorsqu'on lutte contre un groupe terroriste, il y a toujours des morts civiles. Alors il y a un mot malheureux qui est utilisé, c'est dommages collatéraux. Je l'aime pas trop, mais c'est ainsi. Je veux dire, quand la France participe à la guerre du Golfe contre Saddam Hussein, il y a beaucoup de civils irakiens aussi qui sont morts. Quand la coalition internationale après le 11 septembre participe à la guerre contre les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan, et j'y étais pendant les bombardements, le 7 octobre, ça a commencé le 7 octobre, en octobre 2001, j'étais présent. Donc il y a eu des civils aussi qui sont tués. Malheureusement, voilà. les guerres provoquent des pertes civiles. Voilà. C'est quelque chose, c'est un très gros débat qui va continuer en tout cas. Je vous recommande le livre de Mohamed Sifaoui, Hamas. Il explique beaucoup de choses après. Faites-vous vous-même votre opinion. Liberté, liberté, chérie. Je le dis toujours.